Buon pomeriggio, eccoci in diretta per quest'ultima trasmissione, chiamiamola così, questa nostra ultima diretta per quanto riguarda le interviste di Enduro Action, quindi il tè delle 5. Anche oggi ci beviamo quest'ultimo tè insieme, io anche con una fetta di torta, non so voi. Sapete che chiudiamo veramente alla grandissima, come si dice in Italia, chiudiamo con il botto. E in questo caso abbiamo veramente il top del top con il nostro ospite, avremo tantissime cose di cui parlare, quindi io non garantisco il tempo oggi, prendetevela tranquilla, anche se ci guardate dopo in differita, mettetevi tranquilli sul tavolo perché sarà una cosa lunga da fare. Quindi introduco immediatamente il nostro ospite di oggi, signore e signori, voilà David Casterà. Bonjour à tout le monde. Bonjour tous les Bonjour Italiens. à toi. Et tous les autres, il n'y a pas que des Italiens qui suivent Elisabetta. Justement, justement. Est-ce que tu arrives à voir les commentaires, comme ça tu peux répondre aussi ou non? Ah oui, C'est oui, que je les moi. vois, je vois défiler en bas. Ouais, Tu les vois, super. Comme ça, s'ils nous très posent bien. des questions, on peut répondre. Ça marche, ça marche. Allora, cominciamo subito perché io voglio farvi conoscere un David che magari non tutti conoscono. David Casterà è un endurista, un vero endurista e naturalmente poi ha corso anche nei rally. Quindi ha una storia molto importante. In questi giorni il nome Casterà, hai ragione, devo offrirti il tè. Je l'ai Voilà. amené, moi. Oui, bravo, ok, c'est fait. C'est moi. Je la viens aussi. Plan. Allora, in questi giorni avete sentito che parlavamo tanto di suo papà, no? Ne abbiamo parlato ieri con Cyril, ne abbiamo parlato con Hubert, ma bisogna ricordare che il papà, il y a David Seriso aussi che il nous dit bonjour. Il devrait travailler, lui. Dis-lui qu'il devrait travailler. Oh, David. Attenzione. Remets-toi au boulot, David. Claudio, ai. Un uomo rovinato. E giustamente Davide, quando ne parlavamo prima, mi diceva mica solo mio papà, c'era anche mio nonno che faceva questo stesso lavoro. E quindi io comincio subito con la prima foto che dobbiamo vedere, che mi è stata messa gentilmente a disposizione. Voilà, c'est là che tu sei parti. Allora, tu avais quel âge ici? Quanti anni avevi, David? Ah, je dois avoir 7-8 ans. La photo, bon, il y a l'histoire du vélo, mais c'est là où tout a commencé parce que derrière, on voit le magasin de mon grand-père à l'époque, qui a été repris par mon père. Et moi, je suis né, ma maison était à 10 mètres de ce magasin. Et donc, voilà, c'est tout le début. C'est là que je suis né, c'est là que j'ai grandi. Et c'est là a commencé ma passion, en fait, de la moto. Ah bah oui, mais surtout quand tu as une famille comme ça, il y a deux possibilités, non? O tu aimes la moto o tu la supportes pas, je pense, no? Normalmente c'est comme ça, tu peux avoir une réaction négative. Dico, quando succede, appunto, lui dice qua avevo 7-8 anni, quello che vedete dietro è la concessionaria nonché l'officina di mio nonno e la casa era a 10 metri da là. E allora io gli ho detto, quando succedono queste cose hai o un rifiuto totale, complessivo, una reazione negativa, oppure ami subito questo sport. Pour toi, c'était l'amour, tout de suite pour les motos. Oui, ben moi, mon frère, ma sœur, tout le monde. Tout le monde est resté dans le milieu très longtemps. Donc c'est vrai que non, ça a été la passion. Et puis mon père, après, qui s'est mis... alors mon grand-père était très, très mécanicien. Il adorait la mécanique. Mon père aussi. Puis lui, après, il est parti un peu faire des rallyes pour découvrir le monde. Il est parti en Tunisie, il est parti au rallye du Maroc, il est parti en Égypte. Et puis il a eu la chance de faire le Dakar. Donc c'est là qu'après aussi a commencé la deuxième partie, la compétition, l'amour de la compétition, du rallye raid. Et c'est là qu'a démarré une deuxième phase, on va dire. Écoute, allora dice, la passione era di tutti, non solo mia, ma anche di mio fratello, di mia sorella, cioè in casa fondamentalmente non si parlava d'altro. E dice appunto mio papà ha avuto la possibilità di viaggiare anche molto nei vari rally, come abbiamo sentito in questi giorni, quindi non solo Dakar, chiaramente prima c'è stato il Tunisia, il Faraoni, il Marocco e poi è arrivata chiaramente anche la Dakar ed è della Dakar di suo papà che io infatti voglio parlare. Tu avais quel âge quand ton papa il est parti pour la première Dakar? Je dois avoir 10-11 ans, ouais. Combien? 11 ans. 11, ok, 11 anni, quindi la prima volta. Et qu'est-ce que tu te rappelles de cette histoire? Tu comprenais très bien qu'est-ce que c'était le Dakar, il venait de commencer l'histoire. Oui, moi je savais ce que c'était, je connaissais un peu j'avais côtoyé aussi les pilotes, j'avais vu Hubert, etc. Je rentrais un peu dans l'histoire, Oui. mais surtout le souvenir que j'ai, c'est les soirées avec ma mère, mon frère et ma sœur à écouter la radio à l'époque, puisqu'il n'y avait rien d'autre.
pour savoir ce qui s'était passé. Donc, en fait, on était les oreilles collées à la radio tous les soirs. C'était tard en plus, 21h, Oui, 22h. comme d'habitude. Oui. Voilà. Et pour savoir ce qui s'était passé, tout simplement. Donc, mon premier souvenir avant de voir des images, avant, etc., c'était les écoutes radio, savoir ce qui s'était passé, ce qu'on avait, parce que c'était compliqué au début de le suivre, le rallye. Ah bah oui. Et l'histoire pour moi, elle a commencé là. Elle est autour d'un feu, du poêle, à écouter la radio tous les soirs. C'est le premier flash que j'ai à l'époque du Dakar. J'ai commencé à le vivre et à le connaître au travers de ça. Geniale. Allora dice la prima immagine che ho quando è partito suo papà per la prima volta per la Dakar, quindi la prima Dakar, era lui aveva 11 anni e dice e quello che mi ricordo, ovviamente non c'erano le immagini, non c'era la televisione, insomma in quel caso diciamo che era un po' più complicato, però c'era la radio, è arrivato anche Bruno Birves, c'era la radio, dice io mi ricordo che tutta la famiglia stavamo intorno al fuoco la sera perché comunque era gennaio e perché comunque anche già all'epoca le notizie arrivavano tardissimo, con le orecchie incollate alla radio per sentire quello che accadeva e gli voglio chiedere anche perché chiaramente telefonare era impossibile aussi parce que passer un appel à la maison c'était totalement impossible de trouver un téléphone. Ah non, c'était une folie, tu l'avais une fois, deux fois, t'entendais rien, il y avait un décalage incroyable, ça avait rien non, c'était pas possible. C'était très compliqué, donc on écoutait la radio puis c'est tout. Bon, et quindi dice sì, telefonare era proprio fuori questione. Je voudrais montrer une autre photo que tu m'as passée, c'est là, c'est David alors tout à fait sur la moto. Qu'est-ce que c'est cette moto? Alors celle-là, c'est ma première moto, la toute première, j'avais 6 ans, 5-6 ans, et c'est mon grand-père qui l'a construite entièrement. Donc récupérée, fabriquée. C'est pour ça que je l'ai encore cette moto, je l'ai gardée. Et il en avait fait 2, une pour moi, une pour mon frère. Il y avait une rouge, une verte. Et ça, c'est la première moto que j'ai eue. Et donc voilà, puis c'est sympa parce que c'est lui qui l'a fabriqué. Mon grand-père, il adorait ça, donc que je disais. Et il nous avait fait 2 motos identiques. Voilà. Allora, questa storia è bellissima, questa moto vedete Davide ha 6 anni e la moto l'ha costruita completamente suo nonno con tutti i pezzi presi dalla sua officina, chiaramente una moto che non esisteva, ne ha fatte 2, una rossa per Davide e una verde per suo fratello e Davide ha tenuto questa, ce l'ha ancora, l'ha conservata proprio perché era comunque un pezzo diciamo importante e un pezzo da museo. Et bon, là, tu as 6 ans, c'est quand qu'après tu as commencé à faire de la moto sérieusement, on peut dire, d'enduro, je pense, ou de cross, non, enduro. Non, enduro, j'ai jamais fait de cross de ma vie. J'ai jamais été derrière une grille, si c'est les grilles au Touquet ou autre, mais je suis un enduriste, un pur enduriste. Je suis vraiment, mais ça m'arrivait tard. Après, je faisais de la moto toujours pour le plaisir. Il y avait des motos partout chez nous, mais c'était pas, au début, la compétition, c'était pas une obsession. C'est venu à partir de 17-18 ans où je commençais vraiment à me poser des questions. J'ai eu mon bac et après le bac, j'ai dit papa, maman, maintenant, je vais essayer. Et donc en 90, j'ai commencé à rouler un peu, 91 un peu plus. Et là, l'aventure, elle a commencé comme ça, 90-91. Et à partir de 91, je faisais plus que de la moto. Et quelle moto, ta première moto enduro, c'était? Alors la toute première moto, moi j'ai été un Yamaha, puisque mes parents étaient concessionnaires Yamaha. J'ai eu des accidents des fois quand il y a des motos qui passaient. Il y a eu une KTM un jour qui est passée, donc j'ai eu une KTM. Mais sinon, c'était que du Yamaha. Toute ma vie, j'ai roulé Yamaha. D'accordo, allora dice, perché gli ho chiesto quando ha cominciato a fare dell'enduro seriamente, lui dice era più o meno il 1990, ovviamente con Yamaha perché qualsiasi altra moto era assolutamente vietata perché loro erano concessionari Yamaha, quindi guardiamocene bene, dice è passata una volta una KTM per errore ma è stato un passaggio, però dice non sono mai stato ossessionato dall'idea di dover fare per forza delle gare, delle corse, ma però mi piaceva e comunque 100% enduro, mai fatto nient'altro che non fosse l'enduro. Enduro, ça veut dire, après, quand il a commencé avec les courses, c'est les championnats de France, je pense. Oui, championnat de France, championnat d'Europe, championnat du monde. On a participé à toutes les courses. Et donc voilà, j'ai parcouru un peu l'Italie, entre autres, mais il y a eu beaucoup de pays. On est allé en Suède, en Finlande. Bon, c'était des années assez fabuleuses. Hein. Ça a duré 10 ans.
de 90 à 2000. Voilà, donc il y a eu ça, et puis tout de suite après, il y a eu vite les rallyes en fait. Les rallyes ont pris un peu de Oui, place, vite, assez rapidement, mais c'était d'abord le rallye restait toujours présent parce que comme je l'avais vécu, mon père m'avait toujours dit un jour si tu peux, je te ferai faire un rallye. Je l'avais toujours en tête ici. Et puis on a fait d'abord une barra, une deuxième. Après j'avais été à Porto Alegre, à la barra espagnole, à Aragon, etc., etc. Et puis bon, un jour on a eu une petite chance de faire. On a dit allez, on est parti au Dakar en 94. Et puis là il y a eu 5 Dakar. Et puis eh, voilà, voilà. allora lui dice sì, ho fatto enduro fino al 2000, quindi 10 anni insomma di tempo per fare l'enduro, però nella sua testa, pur facendo il mondiale, il campionato di Francia, la 6 giorni, tutto quanto, però dice nella mia testa c'erano i rally perché mio papà comunque mi aveva promesso faremo un rally, prima o poi ti farò fare un rally con una moto e tutto quanto, quindi lui dice sì, ero focalizzato sull'enduro, ma l'obiettivo era quello di fare i rally. Ma prima di arrivare ai rally io voglio far vedere quest'altra photo. Alors là, on a parlé des 6 jours aussi. Ça, c'est Mhm. la France, la 6 jours. Vous avez gagné les juniors, il Alors, on vaso, était deuxième, on avait fait deuxième. deuxième, Et d'accord? voilà, bon, c'est un bon souvenir. Et puis bon, là, il y a quelqu'un qui a compté pour moi aussi, qui était un ami, c'est Richard. Richard Sì, Sink, Richardson. évidemment. Et donc ça, c'est un super souvenir, d'abord d'enduro, parce que avec toute l'équipe de France, c'était la première fois que je partais avec eux, avec toute l'équipe, où on commençait à côtoyer les grands, puisque là, on était en junior, et derrière, évidemment, il y avait les Péter, Alain Olivier, Cyril Esquirol et compagnie. Et donc voilà, c'est puis bon, avec Richard, on s'entendait bien, on était toutes les jeunes à faire toutes les bêtises ensemble, et donc c'est des bons souvenirs. Ouais. Allora, questa è la 6 giorni in Olanda del 1993, dove la Francia conquistò il secondo posto nel vaso, quindi nel trofeo junior. E dice, tengo particolarmente a questa foto perché lo vedete il secondo da destra è Richard Sant, e lui dice quindi per me eravamo molto molto amici. La squadra principale chiaramente del trofeo invece era quella composta da Stefan, Peter Hansel, Schirol eccetera, però loro era la sua prima esperienza in una 6 giorni e siamo arrivati secondi, quindi dice ho un ricordo veramente molto molto bello di questa situazione. Et tu as dit 94, non attends, je veux ça. Alors ça, j'adore cette photo. Je veux le Alors, nom de mes coiffeurs. à mon père. Alors, Oui. là, on revient en arrière, en fait. Et ça, c'est important, cette photo, parce que c'est la première fois où je fais une vraie grosse épreuve. C'est la Barra. À l'époque, c'était les longues distances. Il y avait 800, 900 kilomètres. On pouvait Je le me faire à rappelle deux. bien. Voilà. Tu as connu avant moi. Et donc là, on était parti à la Barra et on l'a fait à deux. Je l'ai fait avec mon père. On se faisait chacun un relais. Et c'est la première vraie course que j'ai faite, en fait, une vraie course internationale avec du monde. Et donc, c'était vraiment important. J'étais très jeune. Alors, je vais dire la vérité, j'avais pas le permis et j'avais pas de licence. J'aurais jamais dû la faire, la course. Et on avait tout fait avec le permis de mon père. On a passé 2 fois le même permis, 2 fois la même licence. Personne n'a rien vu. On a Non, triché sur tout et on a fait la course comme ça. Et à 17 ans, je roulais alors que je pouvais pas rouler. Avec une 600 Yamaha TT. Voilà. je ne sais pas si je vais traduire cette histoire parce Ah, qu'il peut la utiliser contre toi. il y a prescription maintenant. Allora, no, C'est questa très storia è vieux, c'est très vieux. bellissima. Allora Mais c'est la dice qui vérité, hein. siamo oui, alla Baia Spagnola, la Baia d'Aragon, la vera Baia d'Aragon, quando si correva in un solo giorno una distanza tra i 900 e i 1000 chilometri, e in gara erano due, le moto erano a coppie, e lui l'ha fatta, la sua prima gara internazionale a coppie con suo papà è quello a fianco pettinato come Rod Stewart, il rassemble un po' Rod Stewart, ton papà. Je lui dirais. Sembra veramente, e dice abbiamo imbrogliato l'inverosimile in questa gara. Infatti ho detto non so se ti conviene che io lo traduca questo perché potrebbe essere usato contro di te in futuro, perché lui non aveva né la licenza né tantomeno la patente avendo 17 anni, e quindi hanno passato le verifiche dando la licenza di suo papà, girandosele praticamente, poi la patente di suo papà, insomma in questa maniera hanno fatto la corsa. Vous avez terminé la course?
Oui, 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 on a fini et tout. Je sais plus combien, mais c'était, non, non, c'était une super expérience. J'étais tout content, hein. C'était Che si fabuleux. stima. Ouais. E quindi insomma sono arrivati fino alla fine e sempre in quella gara, eccolo qua, che lo vediamo là, c'est l'action della course. Ça, c'est ton papa? Ouais. Non, c'est moi, c'est moi, C'est toi? Ouais. c'est moi, c'est moi. Voilà, c'est moi. Donc ça, Eccoli. c'était dans la course. Et voilà, je le Ouais, garde comme souvenir parce que c'est la première vraie grande course. Et voilà, ouais. ça reste le début en fait d'une histoire. Voilà. Oui, de la longue histoire. Ouais, ouais. Les 88, ça. destins, Ça c'est en 88 si je dis pas de bêtises. Donc tu vois. Mm. les destins, il avait déjà bien travaillé pour toi, hein. Ouais, La peut-être. Oui, oui. direction, Ouais, ouais. la direction, c'était là. Bon, et là, alors, c'est ton grand-père. E qua è col suo Ah, nonno. voilà, ça c'est mon grand-père, avec qui j'ai. Alors lui, c'est lui qui avait monté le magasin, qui avait le magasin, qui était un pur mécanicien. Là, il était à la retraite déjà, et là on est dans Mm? son atelier personnel, et on finissait ma BM qui a servi à mon premier Dakar. Donc en 94, j'avais le numéro 100, ça s'invente pas, le numéro d'Hubert. J'étais bon, voilà, j'ai gardé encore toute la passion de l'époque, des années Hubert. Avec lequel mon père, dont il était son mécanicien. Après, il a été le mécanicien de Gaston. Oui, Et donc voilà, mais j'ai gardé, voilà, j'avais gardé cette passion-là. Et on a dit, mon père, il avait des BM, il avait plein de pièces. Il m'a dit, écoute, on va faire une BM, tu partiras avec la BM pour la première fois, et puis après, on verra ce qui se passe. Et puis, Dakar, c'était pas trop mal passé. Je crois que j'ai fini huitième. Et puis en après, derrière, 94, c'était Paris, 94. Paris, Dakar, Paris. Voilà, c'était le Dakar de Fenouil, donc c'était un aller-retour. Et donc voilà, j'ai eu la chance de pouvoir participer avec une équipe amateur, mais avec des gens qui avaient quand même, on avait de l'assistance. Je l'ai quand même fait dans des conditions correctes avec, c'était les Girondins de Bordeaux à l'époque qui m'avaient aidé. Et on avait un camion, une voiture d'assistance, etc. Et donc j'ai pu découvrir ça. Et mon père était mon mécanicien, donc voilà, Oui. c'était la belle histoire. Voilà. Allora dice quella foto lì è appunto con suo nonno che in quel periodo era già andato in pensione, però aveva il suo atelier personale, naturalmente la sua officina personale e siccome insomma c'era sempre questa storia di ti faccio fare un rally, ti faccio fare un rally, a un certo punto siccome essendo già stato meccanico di Hubert, abbiamo sentito anche di Fenouil e poi di Rayet, dice in casa c'erano un sacco di pezzi della BMW, Donato questa cosa te la devi segnare perché secondo me ci sono ancora. E quindi il suo nonno ha detto ciao, ma che ti, ciao che ti costruisco una moto e così hanno messo insieme questa BMW. È stata la moto che lui ha utilizzato alla sua prima Dakar, la sua prima Dakar che è stata nel 1994. In questi giorni ne abbiamo veramente parlato tantissimo di questa gara anche con Eddie l'altro giorno e quindi la Parigi-Dakar Parigi che lui ha chiuso in 8ª posizione. Quindi voglio dire, siccome la gara era veramente tosta, è stata un buonissimo inizio e da quel momento è cominciata la storia per lui alla Dakar. Et après ça, après, tu as fait que la première Dakar pour toi avec la BM. Après, je suis parti avec Yamaha. J'étais Oui, directement l'année d'après, j'étais Yamaha officiel. Et après, je suis avec Yamaha. Mais ce qui est important à souligner, là, c'est qu'en même temps, dans ces années-là, c'était 95, 96, je suis devenu, et ça c'est important parce que ça raconte la suite de mon histoire, de l'histoire d'aujourd'hui, c'est que je suis devenu président du motoclub de là où je vivais. Et donc, d'accord. et ça, c'est important parce qu'en fait, c'est ça qui a déclenché ma passion de l'organisation. Parce que juste là, l'organisation, j'avais jamais pensé de ma vie, j'avais jamais regardé. Et en fait, c'est que autant, bon, la partie moto, on l'explique assez facilement. Mais la partie organisation, elle est venue de ça. Un jour, comme tout le monde, j'étais au motoclub, mais j'étais loin derrière je faisais plus de moto que je participais à l'organisation. Et quand il a fallu un jour un président, il y en a un qui m'a regardé, il dit David, tu nous as beaucoup aidé, tu veux pas être président? Je dis non, 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 c'est pas pour moi. Et il m'a dit si, 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 si. Moi, j'ai dit si tu veux. Voilà. Et quand j'ai dit le jour, j'ai dit si tu veux. J'ai découvert en fait, on a organisé des enduros, on a organisé les premiers cross-country en Europe avec des top pilotes. Il y avait des Américains qui sont venus, des pilotes étrangers, etc. Et, et j'ai découvert une passion de l'organisation et c'est ça qui a fait après qui a fait le switch entre la compétition et l'organisation. Donc ça, c'est en Oui, ça, parallèle en fait.
Ah, bah oui, dicendo c'è una cosa che bisogna sottolineare in questi anni, diciamo nel 95 più o meno, e cioè che lui diventò presidente del suo motoclub. Ed è lì che tutto è partito, perché dice prima avevo sì la passione per le moto e ci tenevo tanto alle moto, c'erano le gare eccetera, però di organizzare non ci pensavo per niente. C'è stato un passaggio praticamente tra fare moto, correre in moto e invece poi diventare presidente e organizzare, la parte organizzativa, diciamo, no? Una persona del motoclub della città dove lui viveva gli ha chiesto hai voglia di fare il presidente del motoclub? Lui ha detto non ci penso neanche, no, no, grazie. E questo invece ha detto no, ma secondo me invece tu sei quello giusto. E lui ha detto vabbè dai, se proprio non hai nessuno che lo fa, lo faccio io. E da lì è partito tutto, perché in quel momento lui ha scoperto cosa voleva dire organizzare degli eventi e hanno cominciato anche ad organizzare molte cose, fra cui dice il primo campionato europeo di cross country a cui sono venuti anche piloti americani. Insomma, lì veramente è stato il passaggio. Je vais te montrer un autre photo parce que ça aussi, ça fait bien partie de l'histoire. Ah oui. Ça, c'est la Gilles Allais classique. Ça, alors, c'est la Gilles classique et c'est la fin de ma carrière de motard, puisque bon, j'ai toujours aimé un peu les défis. J'ai fait, voilà, la barrage, je l'ai fait, j'avais Ah 17 si, ans. ah si. J'ai toujours aimé ça. Oui, je continue parce que j'ai fait encore. Mais c'est vrai que bon, voilà, et les enduros difficiles, ça m'a plu. Gilles Lallet, qui était le créateur, c'est avec lui j'ai fait mon premier stage d'enduro de toute ma vie. Et là aussi, j'étais très jeune, Ah, j'avais pas le permis. C'est Gilles Lallet avec qui je l'ai fait, qui était venu dans ma région et il avait organisé un stage et j'avais dit à mon père, ah, j'aimerais bien le faire. Et j'ai fait mon premier stage avec Gilles. Donc, quand il a commencé à monter ses épreuves, je le connaissais à peine, je le connaissais pas encore, puisque moi, je commençais juste l'enduro. C'est en 90, 91 qu'il commençait à parler de ça. Il est mort sur le Dakar 92 en janvier et la course était juste derrière. Donc, j'ai pas eu le temps de vraiment bien le connaître. Et ces courses-là m'ont plu tout de suite. J'ai pas pu faire la première, j'étais blessé. J'ai fait une, deux. Tout de suite, j'ai réussi à finir. Après, on a fait huitième, deuxième. Et j'ai dit, je gagne la Gilles Allais et j'arrête la compétition. Donc en 2000, j'étais prêt. Il y a eu la fameuse tempête en Europe. Donc la Gilles Allais avait été oui. annulée. Et j'ai dit, j'ai commencé à travailler pour de vrai, c'est-à-dire plus être sportif. Et du coup, j'ai reporté d'un an, j'ai continué à m'entraîner et j'ai pu gagner la Gilles Allais 2001 qui a été la dernière de l'histoire. Et puis le petit clin d'œil, c'est que je suis à côté de Monsieur Després. Donc j'avais battu Monsieur Després à l'époque. E Voilà. giustamo je voulais juste arriver là. Allora, dice, qui siamo alla Gilles Classic nel 2001, dice io era venuto una volta quando lui non aveva ancora 17 anni, Gilles era andato nella sua regione a fare un corso, a tenere un corso, no? Come si fa abitualmente. Lui aveva detto a suo papà mi piacerebbe moltissimo andare a fare questo corso di enduro con Gilles Allais. E così era andato ed è stato il primo che gli ha insegnato ad andare insomma in moto, diciamo in un certo senso. Però poi non si sono mai conosciuti benissimo perché non si sono incontrati e quando lui ha deciso di andare a fare la Gilles Allais Classic perché gli piacevano le sfide, per questo prima scherzavo, gli ho detto ah davvero? Dice mi sono sempre piaciute le sfide, quindi una gara come la Gilles Allais Classic era sicuramente qualcosa di magnifico. Si è allenato per fare quella del 2000, poi nel 2000 c'è stata una tempesta che ha distrutto tutto, quindi la gara è stata rimandata al 2001, lui ha continuato a allenarsi ed ha vinto questa gara e per lui era la fine diciamo della carriera a livello enduristico per quanto riguardava la parte corse, ecco diciamo così. Allora, à côté de toi, sur cette photo, il y a numéro 2, Monsieur Cyril. Monsieur Cyril Després. Oui, et les numéros Voilà. 3? Et numéro 3, c'était Gérard. C'était Go. Il s'appelait. Ah d'accord. Go, c'était un enduriste, c'était un très bon ami aussi de Cyril. Oui. Et donc, ils étaient aussi bien techniquement, ils étaient très très forts, puisqu'ils avaient la technique de trial. Mais bon, voilà, j'avais réussi plus à l'expérience parce que j'avais fait déjà, ça faisait 6-7 courses que je faisais de la Gilles Allais, je la connaissais bien. J'avais fait 2 fois second et j'ai réussi je me suis imposé pour rien, 8 secondes, je crois. Bon, j'avais un peu plus en bas de la côte, j'ai perdu du temps en montant et donc voilà. Et Cyril finit 8 secondes derrière moi. Donc, j'ai au moins cette photo pour moi. Et quand on était dans la voiture après tous les deux,
des fois, je lui rappelais, je dis, tu te rappelles la Gilalé? Voilà. Giustamente. Allora, lui dice, avevo già fatto altre 5-6 volte la Gilalè, ma non ero mai riuscito a vincerla ed ero arrivato 2 volte secondo, però insomma non ci si riusciva. In questo caso qua vedete che con il numero 2, se lo riconoscete perché anche lui è molto giovane, cioè Cyril Depré, e Davide riuscì a batterlo per 8 secondi, tutti guadagnati se ho capito bene, nella salita, perché prima ne aveva persi un pochettino, poi era riuscito a recuperare bene e comunque 8 secondi di scarto su una Gilalè, chi l'ha fatta, chi la conosce sa che sono veramente pochissimi. Quindi alors là, on arrête, on peut dire, ta carrière enduro. Yes. Et ça commence. Et non, avant tout, j'avais une autre question. C'est quand que tu as rencontré pour la première fois Stéphane Peteranzel? Gli ho chiesto quando è stato il primo incontro con Stéphane. Stéphane, c'est quand j'ai commencé l'enduro. Bon, on s'est croisés au début, on se parlait pas, mais ça a commencé 92, 93, on a commencé à se connaître bien. Et puis après on roulait souvent. Mais en fait, et puis après, évidemment, le Dakar 95, on part ensemble au Dakar et c'est à partir de là qu'on a vraiment commencé à partager pas mal de choses, d'autant plus que le Dakar 97-98, il y avait que Stéphane et moi chez Yamaha, personne d'autre. Donc voilà, ça nous a rapprochés et on a partagé ces 2 Dakar-là ensemble. Donc en plus 97, Stéphane gagne, moi je fais 3e. Donc voilà, c'était des moments sympas et on passait beaucoup de temps ensemble. Allora, gli ho chiesto quando si sono incontrati per la prima volta con Stéphane Peteranzel per capire, no, perché l'altra volta raccontavamo di Giovanni Sala, come erano stati. Lui dice, lo conoscevo perché chiaramente correvamo nello stesso periodo nell'enduro, lui era il top, però non è che ci conoscessimo, ci frequentassimo, neanche ci parlavamo. Poi invece, comunque, correndo tutti e 2 per Yamaha e con il passare del tempo ci siamo cominciati a conoscere, poi è arrivata la Dakar, come sapete Davide è stato portatore d'acqua per Stéphane per diverso tempo, e nel 97 e nel 98 la Yamaha in realtà, c'est vide, tu veux, je te Remets un peu, remets. Je l'ai fini. Revitalement, oui. E dice, quindi di conseguenza eravamo solo noi due nella squadra ufficiale della Yamaha e questo ci ha portato ad avvicinarci moltissimo. Nel 97 Peteranzel vinse tra l'altro e Davide chiuse in terza posizione, quindi sicuramente c'è stata una vicinanza molto forte. Et alors si je montre cette photo, là on est quelle année? Ça c'est 97 ou 98, j'ai un doute d'ailleurs. Non, 98 ça doit être. Et donc c'est mon dernier Dakar chez Yamaha, quand Yamaha décide à la fin du rallye d'arrêter la compétition. Et Stéphane aussi va arrêter là la partie moto puisqu'il basculera après à la voiture. Et donc en fait ça a été mon dernier Dakar en compétition moto. Voilà. Voilà. Allora, l'ultimo anno di competizione moto, perché poi appunto la squadra decise di fermarsi e anche Stéphane lasciò, e quindi questa è l'ultima immagine che abbiamo, diciamo, per quanto riguarda ufficialmente di Yamaha alla Dakar. Alors, pour Stéphane, là, c'est parti avec les voitures, et pour David? Et David, c'est Fédération Française de Moto, donc l'organisation. Je me suis retrouvé promoteur du championnat de France d'enduro, promoteur de cross-country et organisateur d'épreuves diverses. J'ai organisé une épreuve qui s'appelait le Shark Extreme, qui était un raid aventure avec du vélo, du canoë, il y avait des radeaux, on avait fait des choses un peu folles. On a organisé des épreuves différentes, mais ça a duré 6 ans où j'ai travaillé tout seul avec une petite société sur des épreuves et je travaille notamment surtout avec la Fédération Française de Moto. D'accordo. Allora, quando lui ha smesso di fare, diciamo, a livello agonistico le gare, a quel punto è arrivato proprio la parte organizzativa nella sua vita, quindi è stata la federazione francese che l'ha chiamato e gli ha dato tutta una serie di compiti e di lavori da fare, perché ha organizzato, appunto, era il promoter per quanto riguarda il campionato francese, quindi nazionale, come noi abbiamo il nostro italiano, insomma gli assoluti e tutto il resto, poi anche il campionato di cross country, perché loro avevano anche questa specialità, hanno ancora questa specialità, e poi anche delle altre manifestazioni, per esempio lo Shark Moto, che effettivamente si conosce per sentito dire, non erano solo moto, c'erano anche canoe, c'era anche altre cose, esattamente. Tomasi nous disait le Shark Extreme, eccolo qua, infatti. Shark Extreme. Oui.
in cui appunto non c'era solo moto, ma insomma c'erano anche altre specialità. Et c'est quand que ASO, on peut dire, il a levé au téléphone et il t'a appelé. Alors, là, l'histoire, en fait, c'est que bon, j'ai commencé tout ça et puis au bout de 5-6 ans, j'ai dit, bon, le Dakar, ça me manque un peu. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour revenir sur le Dakar? C'était ça l'idée de base. J'ai dit, je réfléchissais à aller travailler pour une équipe, un team manager, je cherchais ces solutions-là. Et ma petite femme me dit, mais pourquoi tu veux pas travailler à l'organisation? Bon, non, je dis l'organisation. Et elle m'a dit, vas-y, mais téléphone, on sait jamais. Donc, j'ai appelé Patrick Zaniroli à l'époque. Et Patrick m'a dit, écoute, je sais pas, tu peux venir au Malmoto. Si tu veux, tu donneras un coup de main aux motards qui sont au Malmoto. Tu viens. Donc ça, c'est 2005. Et là, je fais le Dakar 2005 au Malmoto. Et c'est 2005, c'est une année compliquée. Zouerat, Oui. Tichit, à Tichit, tout le monde qui reste bloqué. Les concurrents qui arrivent pas, qui tombent en panne d'essence. Là, je les ai aidés. J'ai pris une voiture, j'ai essayé d'aller dépanner des gens, etc. Bon. Et ils ont vu que bon, je savais me débrouiller. Et comme toujours, quand tu reviens du rallye, on te dit, bah, écoute, c'était super bien, on te rappellera et on verra ce qu'on peut faire ensemble. Et bon, j'ai attendu. Et puis, au mois de novembre, j'ai fait quand même un peu de reco. Je les ai un peu aidés dans la structure du parcours. Mais j'avais juste fait une semaine. Et puis, j'étais rentré chez moi et c'était fini pour moi. Et ensuite, quand je suis au mois de novembre, j'ai reçu un coup de fil. Donc, novembre 2005. Stéphane Lebaille, qui travaillait en tant que directeur sportif à l'époque, avait eu un accident grave en moto et il cherchait un remplaçant. Donc, ils m'ont dit, écoute, viens, tu vas le remplacer. Et là, j'ai dit, mais je ne sais pas faire, j'ai jamais fait ça de ma vie. Donc, je connais pas. Et c'est Étienne à l'époque qui m'appelle. Il me dit, t'inquiète pas, on va se débrouiller, on va t'aider, viens t'installer à Paris et après tu verras. Donc, j'ai pris ma valise, je suis parti à Paris début novembre 2005 et j'ai monté un Dakar que je connaissais pas, où j'avais fait quelques étapes, mais pas toutes. Et j'ai fait les briefings de tout le Dakar sans la moitié des Dakar. J'expliquais le briefing, l'étape du lendemain sans l'avoir faite. Sur les notes que m'avait fait le bail, etc. Donc, c'était assez Oui, incroyable. On m'a appris, comme on dit en français, on m'a jeté dans le bain et débrouille-toi. Mais c'était une école, une très, très bonne école. Et cette année-là, j'ai beaucoup appris. D'abord, tous les pilotes ont été assez cool avec moi parce qu'ils connaissaient le contexte. L'organisation aussi, j'ai été intégré. Et puis à l'arrivée, je suis resté jusqu'en 2015, jusqu'à ce que j'en ai eu un peu marre. Et ça a duré 10 ans derrière. Voilà. Uè. Allora, riassumo un po', praticamente lui dice, dopo un po' che lavoravo appunto con la federazione francese, eccetera, mi è tornata voglia di tornare alla Dakar, di andare comunque a fare qualcosa ancora alla Dakar. Non sapevo bene cosa, magari con un team, a dare una mano. E poi sua moglie Emma gli disse, perché non provi a chiama ASO, magari ce l'hanno qualcosa da farti fare. Lui dice, no, ma no, insomma non lo so, invece poi alla fine ha chiamato, ha parlato con Patrick Zaniroli, perché c'era Patrick in quel periodo, e Patrick gli ha detto, ma guarda, secondo me qualcosa per te c'è da fare, vieni. Ed era la Dakar del 2005. Lui andò e gestiva la Malmoto, quindi il camion casse, sapete, quello per i piloti che vanno appunto come privatoni a correre senza assistenza. E il 2005 fu veramente una Dakar terribile, noi italiani ce la ricordiamo particolarmente per Fabrizio, però è stata comunque una gara difficile a livello di gestione perché ci fu una tappa in cui rimasero tutti senza benzina e lui andò a portare la benzina. Insomma, diciamo che quando tornarono a casa l'esame l'aveva passato, si accorsero che aveva lavorato bene e dissero, beh, rimaniamo in contatto, sai come ti dicono, no? Restiamo in contatto e poi vedremo se matura ancora qualcosa. Di fatto lo chiamarono in un momento per fare 1 o 2 settimane di verifica ricognizione, sì, diciamo così, stavano facendo la ricognizione, poi più niente, nessuno si fa più vivo. A quel punto lui dice, ma com'è, qua non mi chiama più nessuno. A novembre chiama di nuovo lui e gli dicono, ma sì, guarda, forse qualcosa da fare c'è. Fatto sta che succede che Stéphane Lebert, che aveva appunto fatto le ricognizioni e che tutti conosciamo, Stéphane, si fa male, ha un incidente in moto, si fa male e non può partire per la Dakar, me lo ricordo benissimo questo. E allora gli dicono, vieni tu e prendi tu il suo posto. E lui dice, ma ragazzi, ma io non ho fatto quello che ha fatto. Non ti preoccupare, qualcosa poi succederà. E infatti lui è venuto, ha fatto tutta la Dakar del 2006 e lui ha detto, facevo i briefing io la sera senza averne un'idea. Io avevo quello che mi aveva scritto Stéphane, che mi aveva spiegato tutto, ma quando io salivo sul palco, in realtà spiegavo cose che io non avevo fatto. Però le cose sono andate bene, da lì appunto ho avuto proprio la promozione e a quel punto gli hanno detto ok, resta,
e sappiamo poi com'è andata, insomma, la storia. Et c'est là que j'ai cette photo à montrer. Et là, Voilà. l'histoire est partie. Ouais. Voilà, ça c'est la Bolivie. Reconnaissance, je me Oui. rappelle très bien, c'est le Salar de Bolivie. Le C'est Salar quelle de année Uyuni. ça, à ton avis? Si c'est pas là, ça doit être 13 ou 14. 2013, 2014. Ouais, ouais. Ouais. E poi appunto, 2014, j'ai arrêté en 2015, ça c'est le Salar, c'est 2014. C'est ouais. les Rocco 2014. Et encore, il souriait beaucoup encore avec moi. On était encore très amis. Allora, mi ha tolto le parole di bocca, lo stavo dicendo anch'io, perché dice qua ancora ero sorridente, sono le ricognizioni del 2014, questo è il Salar di Jujuy, quindi siamo in Bolivia, e lui ha lavorato appunto fino al 2015, quando poi ha lasciato ASO. Tu as tellement travaillé bien pour l'Amérique du Sud, pour le Dakar en Amérique du Sud, que vous êtes parti avec toute la famille pour vivre là-bas. Oui, Loro si oui, oui. sono proprio trasferiti completamente con la famiglia in Argentina, a Buenos Aires. On est parti un jour. Je commençais déjà un peu à fatiguer du Dakar. J'en parle un peu à Étienne. Je dis, écoute, Étienne, je commence un peu à me poser des questions. Il me dit, mais tu veux prendre l'air, pars là-bas, va vivre là-bas, tu auras moins de voyages, ça sera peut-être plus facile. Pars avec ta famille. Je dis, bingo. J'en ai parlé. Emmanuel, elle aime bien voyager aussi. Et on a dit, allez, c'est une expérience unique dans une vie, il faut le faire. Donc, on est parti vivre là-bas. On a vécu 2 ans et demi là-bas. Et ben, c'est vrai que ça a été fabuleux pour nous. Ça a été une superbe expérience. Et puis, voilà, après, et donc, les enfants aujourd'hui parlent espagnol, parlent même anglais, puisque maintenant, on les a dans des écoles internationales. Mais ça a déclenché beaucoup de choses. Et c'est vrai que c'est des moments importants et très, très sympathiques. Et puis voilà. Puis après, ça faisait donc j'avais commencé en novembre 2005, on était en 2015. J'étais un peu usé. Le Dakar, c'est une épreuve énorme. Oui. Je me suis, je pense, beaucoup investi, fatigué. J'ai pris beaucoup de choses à ma charge. Et puis voilà, j'ai été un peu fatigué. J'ai voulu prendre de la distance. Et donc en 2014, j'ai expliqué à Étienne que c'était 2015 serait mon dernier Dakar. Et donc j'ai arrêté suite au Dakar 2015. Voilà. Juste, et donc Allora, on était encore en Argentine. Donc oui. après ça, on est rentré et on a atterri directement en Andorre. Mais on va expliquer après pourquoi l'Andorre. Attends, j'ai fait la traduzione, Voilà. après tu mi explichi. Oui, Allora bien sûr. dice, a un certo punto nel 2014 cominciavo a essere un po' stufo della Dakar, perché comunque avevo tante cose sulle mie spalle. Organizzare una Dakar, come tutti potete immaginare, non è per niente una passeggiata di salute. Ero stufo. E allora Etienne mi ha detto, perché non ti trasferisci? Perché insomma lui faceva su e giù comunque dalla Francia, no? Ogni volta che doveva andare in Sud America per fare le ricognizioni, piuttosto che per trattare con i governi vari, eccetera. Allora dice, ma sì, dai, la sua famiglia lo ha seguito perché anche loro sono delle avventurieri, e così si sono trasferiti a Buenos Aires in Argentina, hanno vissuto là 2 anni e mezzo, e dice è stata un'idea fantastica perché siamo stati da Dio, siamo stati veramente bene, e sono sicura che in Argentina si viva molto bene. Però poi quando è partito, quando abbiamo ricominciato a lavorare nel 2014, io ho detto guarda, io sono comunque stufo, e quindi nel 2015 lascerò la Dakar. Così è stata fatta l'ultima edizione in cui c'era ancora David, e poi ha deciso di cambiare. Sono rimasti ancora un po' in Argentina, poi sono rientrati, e la loro destinazione questa volta, lui ha detto adesso vi spiego perché, sono andati ad abitare ad Andorra. Ok, on est prêt pour Andorra. Guarda, lui si fa i fatti suoi invece di parlare con me. Andorre, on disait pourquoi Andorre? L'Andorre, c'est que l'histoire, donc au moment où je décide d'arrêter, je reçois un coup de fil de chez Peugeot qui cherchait un copilote pour partir avec Cyril Després. Cyril m'appelle derrière. Et donc, j'ai pas dit oui tout de suite parce qu'au début, j'avais jamais même pas pensé un instant que je pouvais faire Justement. ça. Et j'étais parti pour partir et pour faire autre chose, mais je savais pas quoi. Et quand il m'a appelé, j'ai dit ah ouais, pourquoi pas, c'est une bonne idée. Et puis bon, l'idée a mûri. Et quand j'ai dit oui, après j'ai dit faut que je vois où c'est que je vais habiter maintenant, faut que je revienne. Et Cyril me dit mais écoute, si tu es copilote avec moi, viens en Andorre, tes enfants parlent espagnol, ils pourront continuer l'espagnol. Il y avait une certaine logique. Cyril était avec moi et Cyril m'a aidé. Il habite juste derrière chez moi. Là. Et donc il est en face, dans la vallée d'en face.
On Et peut faire un coucou de la fenêtre. il nous verrait presque. Il peut nous voir presque. Et donc, du coup, je suis en arrivé directement. On a pris l'avion. On a fait Paris, enfin, Buenos Aires, Paris. Paris, on a pris la voiture. On est descendu direct en Andorre. D'accord. Et le conteneur nous a rejoint 2-3 mois après, évidemment. Mais on a fait direct en Andorre et on est toujours ici. Voilà. Voilà J'aime pourquoi. ce C'est style. à cause de Cyril, en fait. Ouais, c'est sa faute. À cause ou grâce. Ça. Oui, o lo sai fa. Allora dice, è stato buffo perché quando abbiamo deciso di rientrare dall'Argentina in realtà non avevamo minimamente pensato a dove andare a abitare, ma soprattutto che cosa avrebbe fatto lui del suo futuro. Aveva delle idee in mente, ma non aveva assolutamente nulla di deciso. Poco prima di partire riceve una telefonata da Peugeot che gli dice, senti, noi stiamo cercando un copilota per Cyril Depré. E lui dice, veramente, e mai più si sarebbe aspettato una cosa del genere, dice, perché chiamate me, cioè lui non aveva mai fatto un'esperienza del genere, quindi non ha risposto di sì. Ci ha pensato su, poi chiaramente ha deciso per il sì, e a quel punto Cyril l'ha chiamato e gli ha detto dove vai ad abitare? E lui dice ma non lo so, non abbiamo ancora deciso. Dice beh ma scusa, se sei il mio copilota comunque dovremo lavorare insieme per parecchio tempo, a questo punto vieni a stare ad Andorra anche tu. I ragazzi parlano spagnolo perché appunto erano stati in Argentina, quindi vi troverete sicuramente bene, venite a stare qua. E così lui dice abbiamo fatto proprio aereo Buenos Aires, Parigi. Da Parigi hanno recuperato la macchina, sono scesi ad Andorra, hanno cercato casa e si sono sistemati a 10 metri da Cyril. Infatti gli ho detto apri la finestra che lo salutiamo. E dice il container con tutta la roba loro dentro ci ha raggiunto qualche giorno dopo con calma con la nave e ce lo siamo sistemati qui ad Andorra. Come ça c'est parti l'esperienza Peugeot, così è cominciata l'esperienza Peugeot. Pardon, j'avais coupé le micro pour pas faire de bruit. C'est comme ça qu'a commencé l'expérience Peugeot. Et donc avec Cyril, après on est parti s'entraîner. D'abord s'entraîner, refaire du sport. J'avais un peu lâché tout ça, reprendre des habitudes et puis trouver surtout une complicité entre nous pour pouvoir travailler dans la voiture. C'était pas si facile au début. Hein. Les premières fois que je suis monté en voiture de course, les notes, j'avais un paquet de retard à chaque fois que j'annonçais une note. Il y a longtemps que le Carrefour était passé. Je me suis posé des questions. Bon, voilà, après, on a essayé de trouver un rythme. Il a fallu travailler. Ça se fait pas tout seul. Ça a l'air facile comme ça, mais quand ça va très vite, il faut un peu de temps pour trouver le rythme. Et puis, Oui. après, on l'a trouvé petit à petit. Et puis voilà, c'était une belle aventure, en tout cas, de travailler avec Cyril et avec Peugeot. Peugeot, parce que c'est une équipe en plus d'usine, c'est une vraie équipe. Et c'était vraiment fabuleux. J'ai beaucoup aimé ces années Peugeot qui m'ont et toutes, enfin les années globales. Puis après j'ai fait un Dakar avec Mini, mais c'était surtout ça m'a permis de compléter mes connaissances globales du monde du sport rallye. Je connaissais beaucoup la moto, j'avais vu l'organisation de l'intérieur en étant directeur sportif. Et la voiture, je les voyais, mais j'avais pas été dans le système. Et d'être avec eux, de voir comment ils travaillent, ce qu'ils cherchaient, comment ils voyaient les choses, ah ben ça m'a ouvert les yeux. Et c'est à ce moment-là que j'ai dit, maintenant j'ai la panoplie complète et je suis peut-être prêt pour autre chose. Et c'est vrai que c'est Dakar un camion. non, mais quand je dis autre chose, c'est pour ça. Après on en parlera, mais c'est ce qui m'a donné de me dire maintenant tu peux te lancer un peu plus. Le rallye du Maroc arrivé derrière, etc. Mais c'est vrai que je me suis senti plus à l'aise, je sais pas pourquoi, plus fort de me dire je peux faire ce métier à un autre niveau aujourd'hui. Parce que j'ai une vision globale et je crois que c'est très très important aujourd'hui pour être un très bon patron, d'avoir la vision aussi des côtés organisateurs, du côté concurrent, d'avoir été concurrent en moto, en voiture et surtout dans des équipes comme celle-là. Ça m'a donné une autre vision de ce qu'ils veulent, de ce qu'ils cherchent, de comment ils le construisent, de l'argent qu'ils peuvent dépenser, comment, et c'est vrai que c'est important de l'avoir en tête. Oui, je suis d'accordo. Sono assolutamente d'accordo. Quello che ha detto è oro colato, come si dice, e spiega anche perché molte persone, tutti quanti, siano assolutamente innamorati di Davide e del suo modo di lavorare. Allora lui dice, quando io sono salito in macchina con Cyril non ne avevo un'idea, non ero mai salito accanto a un pilota in una macchina e quindi di conseguenza dice ci siamo trovati che io non ero assolutamente capace a navigare, o meglio, ero in super ritardo, ma tanto sulle note. Per cui abbiamo cominciato ad allenarci innanzitutto anche fisicamente, cosa che lui non la faceva più.
E poi soprattutto abbiamo cominciato a cercare un equilibrio, no? Beh, è molto importante il ritmo che riesci a stabilire all'interno dell'abitacolo di una vettura. Non è stato facile all'inizio, però dice è stata un'esperienza per me straordinaria, bellissima, un po' perché Peugeot mi ha accolto a braccia aperte e soprattutto è un'esperienza di altissimo livello, non solo per Cyril ma anche proprio per tutti gli altri. Hanno lavorato molto bene, ma soprattutto questo gli ha dato la possibilità di formare una visione di insieme, una visione globale di tutto, perché dice, stando nel mondo della macchina, non solo correndo all'interno di un abitacolo di una vettura, ma stando in un grande team e vivendo quella che è la realtà di queste gare vissute dalla parte delle auto e non più delle moto, gli ha dato quella visione globale di insieme che gli ha fatto capire qual era la strada da intraprendere e soprattutto che era arrivato il momento per fare qualcosa di più. E ora diremo che cos'è questo di più, ma tanto l'avete già capito. E quindi questo lo ha aiutato assolutamente a trovare la strada giusta per la sua vita. Oui, il y a le Maroc, ça veut dire alors cette vision, après c'est parti avec les rallyes du Maroc. Tu étais Ouais. encore sur Dakar quand tu as annoncé cette histoire. Je me rappelle, on était à la journée de repos Ah, oui, oui, quand j'en ai à parlé, La Paz. oui, parce que quand j'ai su que Peugeot allait arrêter et que l'aventure elle allait pour nous, parce que c'était quand même une aventure assez extraordinaire, ces 4 années Peugeot, je me suis dit bon, ils arrêtent, qu'est-ce que je vais faire derrière? Je veux trouver une équipe comme Peugeot qui te paye à l'année pour être dans une voiture et être un professionnel. Il y en a pas beaucoup aujourd'hui. Donc j'ai dit, il faut que tu commences à réfléchir à ce que tu vas faire. Donc j'avais eu 1 an pour y penser. Et bon, je savais que le Maroc était plus ou moins à vendre, etc. Donc j'ai commencé à appeler Stéphane et Emma Claire et on s'est mis en négociation. Voilà. Et puis bon, on a fini par trouver un accord. Donc et c'est comme ça que ça a commencé. Mais il fallait que je fasse quelque chose. Et puis bon, j'avais toujours pensé un jour ou l'autre ça me plaisait parce que c'était un rallye un peu plus humain, à dimension humaine. C'est-à-dire c'est plus petit. Tu travailles avec qui tu veux. Moi, j'aime bien aussi maîtriser les choses, avoir des gens avec qui me font plaisir autour de moi, avec qui je me sens bien, qu'on puisse avoir, voilà, que ça se fasse dans une bonne ambiance. Je pense qu'on peut être très sérieux et se faire plaisir aussi. C'est pas interdit, c'est pas incompatible. Et c'était important. Et j'ai réussi à monter voilà une équipe sympa, sérieuse. Je crois qu'on a fait déjà 2 éditions qui étaient bien menées. Et je me suis fait plaisir. Et puis j'ai encore appris beaucoup de choses. Donc voilà, mais c'était voilà, c'est toujours risqué. Hein. J'ai racheté une épreuve, j'ai donc dû mettre de l'argent. Il y a une vraie logique commerciale qui n'existe pas sur tous les rallyes. Il y en a qui sont financés par des États, par des fédérations, etc. Là, voilà, c'est une vraie logique. J'ai acheté une épreuve, il y a un prix. J'ai fait un emprunt à la banque. Je rembourse mes emprunts. J'essaye de construire, voilà, de me projeter sur l'avenir. Alors aujourd'hui, c'est vrai que ça fait peur. On a un peu tous arrêté. On regarde, mais voilà, j'ai monté voilà une épreuve enfin, j'ai aussi bénéficié de beaucoup de choses qui avaient été faites avant par les équipes avant. Et voilà, j'essaye de continuer, d'apporter ma pierre à l'édifice du Maroc, mais aussi, et ça c'est du rallye en général, avec des idées, avec voilà, de profiter de mon expérience pour essayer aussi de faire évoluer le rallye. Oui, allora dice a un certo punto Peugeot annuncia che si ritirerà dalle gare e dice quindi a quel punto io mi sono detto adesso che faccio? C'era ancora 1 anno di tempo per pensarci e poi gli dicevo mi ricordo quando hai dato l'annuncio che avevi comprato il Rally del Marocco, eravamo alla Paz, la giornata di riposo della Dakar in Bolivia e quindi sapeva che stavano vendendo il Rally del Marocco e a quel punto è andato a parlare con Stéphane e Macler per vedere se ci si poteva trovare insomma un escamotage per comprarlo e così è diventato diciamo il responsabile. E dice quando però è stata una cosa completamente diversa, chiaramente un conto è lavorare per una gara, un conto è comprare una gara e gestirla tu, quindi devi sapere, devi pagare, devi fare i finanziamenti, devi trattare con i governi, devi aprire varie cose alla banca, dice, quindi insomma era sicuramente un impegno molto molto grosso, ma me la sono sentita, poi tra l'altro c'è un socio, c'è una bellissima equipe che lavora con lui, abbiamo fatto 2 edizioni che sono andate molto bene, la prima era il debutto, quindi dice abbiamo impegnato tantissimo sotto il punto di vista finanziario, però le cose sono andate bene, c'era una buona equipe anche precedentemente, qualcuno
uno è rimasto, e lui dice, ecco, la cosa importante, questo è importante dirlo, a me piace organizzare le cose fatte bene e nello stesso tempo anche sotto un punto di vista di divertimento. Le due cose non sono incompatibili tra di loro e si possono fare, e questo era il mio obiettivo. On revient sur le Maroc, et après, c'est arrivé encore un appel de la part des ASO. Voilà, il y a eu un deuxième appel, ça c'est... Donc je fais alors je suis un peu perdu dans les années, le Dakar 2018 avec Stéphane Peterencel chez Oui, X-Red. oui, Voilà. giustamente, ça on peut pas l'oublier perché tu étais, allora, mentre stavamo facendo il Marocco non si parlava d'altro, il primo Marocco organizzato da David, tutti a parlare del fatto ma è vero che corri con Stéphane, eccetera, parce que c'était pendant la course che chacun il a commencé à dire mais alors qu'est-ce que tu fais, tu veux pas? E per lui è stato il coronamento di un sogno, perché insomma era stato il suo portatore d'acqua, l'idea di poter entrare in macchina in Peugeot, l'ultima gara con la Peugeot con Stéphane, c'est un rêve, je pense. Et oui, c'était avec Stéphane. Bon, en plus, Ben. on se connaissait depuis longtemps. On avait fait les Dakar en moto tous les deux. Et là, se retrouver nous nouveau dans la voiture, c'était rigolo. Mais même l'année d'avant, en 2017, avec Cyril, on fait troisième en voiture. Et en fait, on s'est retrouvé un peu dans la même configuration qu'en 2010. En 97, je vais y arriver, quand j'étais avec Stéphane. Il fait 1 et je fais 3. Et là, de nouveau, on faisait 1 et 3, mais lui était en voiture et moi, j'étais en copilote, oui, évidemment. Mais donc, et puis 2 ans après, je pars avec lui. Donc c'était super. 2019, j'ai dit une bêtise, c'est 2019 le Dakar X-Red. Et suite à ça, j'ai un accident avec Stéphane. À la veille de l'arrivée, je me casse 2 vertèbres. Je suis sur mon lit d'hôpital et je reçois un coup de fil de chez ASO. Qui me dit, écoute David, on cherche quelqu'un pour reprendre le Dakar. Et là, bon, j'ai dit, bon, écoutez, j'en sais rien, je pense que non. J'ai dit non d'abord. Ils m'ont rappelé 1 fois, 2 fois, 3 fois, on s'est vu, on a discuté, et puis voilà, j'ai dit oui. Mais tu étais à l'hôpital quand il est arrivé les premiers appels? Oui, je devais être entre l'hôpital et chez moi parce que je faisais encore des radios. Oui. Mais j'étais couché dans un lit, j'avais mon corset, je pouvais pas bouger. Et c'est là que j'ai eu le premier coup de fil. Donc voilà. Et qui me demandait. Donc ça a commencé comme ça. Après, c'est vrai que moi, moi, j'avais envie de repartir à zéro si je faisais ce Dakar avec eux. C'était quitter l'Amérique du Sud. Et ça tombait bien puisque c'était dans les projets. Je voulais pas continuer quelque chose qui avait été créé déjà depuis 11 ans où je savais que ça serait difficile. Et partir à zéro, c'est quelque chose qui me plaisait. Et donc voilà, j'ai eu des garanties. Et à partir de là, j'ai dit ok, j'y vais. Et puis voilà, maintenant, on est au début d'une expérience. On verra combien de temps, jusqu'où ça va, mais c'était enfin, je vais te laisser traduire, mais on reparlera de ça après, je pense. Oui, allora dice, ho fatto questa Dakar con Stéphane quando appunto c'è stata questa possibilità ed era un sogno, era il coronamento di una carriera, perché lui dice nel 97 quando correvamo insieme in moto, Stéphane aveva fatto primo, io avevo fatto terzo, 10 anni dopo praticamente, no, più di 20 anni dopo, Stéphane vince la Dakar e lui fa terzo con Cyril, quindi dice era veramente una storia, un cerchio, no, che si chiudeva e Stéphane mi chiede di correre con lui, chiaramente sono partiti, questo ve lo posso garantire, con un unico obiettivo, e cioè vincere, e poi purtroppo quando ormai erano quasi alla fine c'è stata questa caduta molto forte, insomma, sul terreno della vettura e lui si è incrinato 2 vertebre, quindi è stato immediatamente rimpatriato, è dovuto stare sdraiato per moltissimo tempo, per fortuna niente di gravissimo, però insomma comunque è stato all'ospedale e proprio mentre era all'ospedale, ne faceva su e giù tra l'ospedale e casa, l'ha chiamato ASO e gli ha detto, senti, parliamone seriamente, sarebbe il caso che tu venissi a lavorare per noi in maniera stabile, prendendo il posto di Etienne Lavigna, appunto, e lui dice no, la mia prima risposta è stata no, grazie, non sono interessato. Poi c'è stata una seconda telefonata, poi c'è stata una terza telefonata, poi una quarta telefonata, insomma le cose sono andate avanti e piano piano poi hanno trovato la quadra, come si dice, e quindi lui ha detto la prima cosa che io ho chiesto però era basta col Sud America, perché comunque la storia si era conclusa dopo tutti quegli anni, non c'era più molto da dire per quanto riguarda la Sud America, lui ha detto ok, si cambierà paese, anzi continente, e lui ha detto ok, ci sono, e ha accettato. Ok,
La transmission c'est terminé. Tu peux repartir. On est prêt pour parler de ça que ça va passer cette année et les prochaines années? On peut, on peut, On on peut, part on surtout peut. dal Maroc. Alors déjà, la Road to Dakar, sapete che ci sono delle gare propedeutiche per accedere alla Dakar. Normalmente c'est les Merzouga, mais les Merzouga cette année il n'y aura pas. Ouais. On a Ouais. Merzouga, ben, comme tout le monde, on a été obligé de soit de décaler, soit de reporter. Mais je pense que reporter et se mettre tous les uns sur les autres au mois d'octobre, je trouvais pas ça très logique. Ça n'a pas été la logique de tout le monde, puisqu'il y en a beaucoup qui l'ont fait, mais, Oui. mais nous, on a décidé d'annuler parce que on peut pas tous organiser des rallyes les uns sur les autres au même moment. Le marché, d'abord, il est pas gros. En plus, le coronavirus, il va encore diminuer le marché. Et en plus, se mettre tous ensemble, ça avait aucune logique. Donc, on a décidé de pas maintenir le rallye de Merzouga pour cette année. Mais par contre, j'essaye vraiment d'amener le Maroc au bout et de pouvoir l'organiser avec les autorités, avec des mesures spéciales. On pourra en reparler après. Oui, allora dice giustamente, gli ho chiesto, cominciamo a parlare della Road to Dakar. Come sapete ci sono delle gare propedeutiche perché Dakar è una gara, come diciamo sempre, ad invito, quindi tu ti iscrivi ma sono loro che ti devono accettare e chiaramente accettano persone che hanno comunque un'esperienza. Di conseguenza ci sono delle gare che aiutano a farsi questa esperienza e che loro sorvegliano, e una di queste era il Merzouga. Però dice, quando ci siamo resi conto che ovviamente il Merzouga non si poteva fare, che tra l'altro quest'anno era stato anche anticipato, abbiamo deciso, potevamo pensare di o rinviarlo o cancellarlo. Però cos'è successo? Che se voi guardate i calendari, il mese di ottobre c'è una gara ogni giorno praticamente, molte delle quali in Marocco. E lui dice, purtroppo non tutti hanno usato né il cervello né un certo qual modo di rispetto, si sono messi tutti quanti uno sopra l'altro, anche altre gare di mondiale, e quindi di conseguenza bisogna fare una scelta. Almeno noi abbiamo il Merzouga l'abbiamo direttamente passato al 2021. Per quello che riguarda invece il rally del Marocco, lui dice, io spero veramente di poterlo fare e credo di fare. Certo, siamo in contatto con le autorità perché dobbiamo capire che cosa potremo fare et come lo stanno disegnando e che cosa è cambiato. Tu as vu, ils sont en train d'arriver des questions aussi sul Maroc. Ah, je vois pas en fait, je les vois pas les questions. Faut que je regarde sur D'accord, ok. Alors, je vais te le dire. Il nous demande les idées pour augmenter la sécurité sur le Dakar au niveau de l'organisation et aussi il parle de brider les motos. Ben, mais ça, c'est déjà fait parce que c'est suffit de regarder les règlements FIM parce que c'est déjà écrit. Et, ah bon? Oui. Mais Oui. bon, on peut en parler. Il y a, Ouais. on peut écrire les choses, après il faut les faire. C'est deux choses différentes. Oui, exactement. Donc aujourd'hui, on avance effectivement sur plusieurs pistes. La première, c'est le gilet airbag. Ça, on l'aura sur le Dakar. C'est quasiment fini. Donc on a fait tout un développement sur un gilet électronique comme en MotoGP qui se déclenche sur des mouvements, sur des grosses chutes, avec des cartouches de rechange au cas où, etc. Oui. Donc ça, on a bien avancé sur ce produit-là. Ça, c'est le premier produit. Ensuite, il y avait un deuxième axe de travail qui est lié au roadbook électronique, parce que quand on parle de roadbook électronique, c'est pas juste la révolution du roadbook. On en reparlera, je pense, après, du roadbook électronique. Je ferai un chapitre dessus. Mais quand on a un roadbook électronique, le jour, et ça, c'est pas tout de suite, mais le jour où on aura le roadbook électronique avec un GPS, un Sentinel, un roadbook et un Iritrack à l'intérieur, on va enlever 5 kilos sur la vente des motos. C'est aussi ça l'idée, c'est d'aller dans ce sens de la sécurité pour eux, en enlevant 4-5 kilos sur une fourche, sur une avant de moto qui va changer beaucoup la tenue d'une moto et la facilité. Donc ça, c'est un deuxième point. La troisième point, c'est l'idée de la bride. On a évoqué avec les pilotes l'idée de diminuer un peu la puissance des motos pour qu'ils aillent un peu moins vite, qu'ils montent moins vite dans les vitesses importantes. De réduire encore, parce qu'ils ont des motos qui sont extrêmement performantes et ils roulent plus vite aujourd'hui qu'ils roulaient à l'époque avec les grosses. Oui. Donc, mais ça, par contre, on peut pas le faire si on l'a pas testé. Moi, je suis pas là pour imposer les choses. Ça sera comme ça. Et l'idée, c'est de le faire avec les équipes, unies, de tester, de vérifier, retester. Parce que sinon, quand vous mettez une mesure en force, ça passe pas.
Donc aujourd'hui, par contre, on a un vrai problème, c'est qu'ils peuvent pas essayer les motos. On peut pas faire de développement. Donc on va être obligé, je vais te laisser parler, on va être No, no. obligé d'attendre un peu et de continuer les tests à partir de septembre, mais je pense que ça va être très difficile de le mettre sur le prochain Dakar. Oui. Ecco, questo è molto interessante. Allora lui dice fra le tante cose che si sono discusse, appunto nel regolamento esiste già questa storia della brida, come è stata fatta nelle macchine, no? La valvola che va a chiudere la potenza, quindi l'emissione dell'aria. E, sembrava che fosse una cosa fatta, dice, ma comunque andava testata fino a giugno per poi eventualmente venire adottata sulla Dakar. Ora dice questi test non ci sono stati, quindi non possiamo oggi sapere se questa cosa funzionerà o no, difficilmente verrà applicata. Per quanto invece riguarda il discorso della giacca airbag, ne avevamo già discusso e non sarà obbligatoria, ma ci stanno lavorando sopra per vedere anche il discorso delle cartucce, dei ricambi, eccetera, eccetera. Anche questa è in questo momento sottoposta a test per vedere se si potrà utilizzare. E poi c'è il discorso del roadbook elettronico che merita un capitolo a parte che ora apriremo, perché lui dice: ricordatevi una cosa, al momento non è obbligatorio, ma nel momento in cui lo sarà, togliendo tutta quella parte di strumentazione, quindi il porta roadbook e tutto il resto, la torre si verrà ad alleggerire di circa 5 kg, il che significa tantissimo per quanto riguarda la sicurezza. D'accord, je te laisse continuer si tu veux Voilà, pour après, ouais. après, il y a Mais encore des. aussi, ils ont des licences, les deux licences différentes qu'ils l'ont fait cette année. Il y a la Oui, licence, oui, la 1 e la 2, ça aussi, oui, e là il y a la vitesse 130, 150, c'è anche questa nuova cosa delle licenze, una licenza diversa dall'altra. C'est un alors peu ça, pour le moment, compliqué là aussi. c'est plutôt la FIM que le Dakar, hein, ça. Oui, Donc, non, non, c'est film, c'est film, c'est FIM, c'est absolument. très FIM. Donc, ça, enfin, pour moi, c'est un peu compliqué tout ça. Mais maintenant, on va regarder ce qu'on va faire sur le Dakar. La vitesse, je suis pas sûr que limiter la vitesse, ça soit très simple et un gros point de sécurité. Maintenant, on s'interdit aucune autre piste. Il y a un groupe de travail qui est ouvert. On travaille beaucoup avec les équipes, avec la fédération internationale, pour continuer à réfléchir à des idées. Et donc, on n'a pas encore arrêté l'ensemble des mesures, mais les trois principales aujourd'hui, axes, en tout cas, c'était cela. Voilà. Allora gli chiedevo appunto questo fatto che hanno creato praticamente la federazione, lui l'ha specificato, attenzione non è la Dakar, è la federazione, dico sì sì lo so benissimo, ha fatto delle licenze diverse quest'anno, c'è una licenza Rally 1 e una licenza Rally 2 a seconda di quelle che sono le tue esperienze, di conseguenza ci sono limiti di velocità diversi, ma comunque per tutti ci dovrebbe essere un limite di velocità a 150, lui dice io non sono così sicuro che sia così facile utilizzare un limite di velocità sulle prove speciali, non sarà assolutamente una cosa facile da gestire. Per quanto riguarda invece la guida in fuoripista stiamo lavorando, abbiamo delle equip che faranno delle ricognizioni apposite proprio per cercare poi di rendere il più chiaro possibile la navigazione et le roadbook. On a une question qui nous demande si en termes de roadbook, rendre la navigation plus compliquée, il peut être une solution pour limiter les vitesses. Aussi, c'est vrai, ça fait partie des axes. On a beaucoup travaillé aussi sur le parcours. Déjà, il est beaucoup moins rapide que celui de l'an dernier. Là, je m'en suis occupé personnellement dans ce but-là. Ensuite, effectivement, la navigation est un point important. L'an dernier, on avait mis beaucoup de navigation, on a eu peur, on a voulu les aider, on les a trop aidés. C'est toujours très, très difficile de trouver le curseur. Oui. Après, il faut que les pilotes, ils acceptent aussi. Je veux dire, quand ils se perdent, c'est toujours la faute du roadbook, c'est pas parce qu'il y a de la navigation. Donc, il y a toujours un équilibre très compliqué. Et les pilotes, aujourd'hui, je leur en veux un peu parce que ils reposent, eux, ils veulent faire aucun effort sur la sécurité directement. Ouais. Ils estiment que ça doit venir tout de l'organisation. C'est-à-dire que c'est la façon de faire le parcours, la façon de faire le roadbook. Donc, c'est toujours la responsabilité de l'organisateur. Et là-dessus, je suis pas d'accord. Je pense qu'aujourd'hui, les équipes sur les motos, sur le choix justement de la puissance, sur ce qu'on peut faire, il y a aussi des stratégies en MotoGP. On a pour un week-end, on a 4 pneus, on n'en a pas 10. Donc il faut gérer ses pneus. Est-ce que sur le rallye, il faut gérer ses pneus? C'est une question. Mais les pilotes, ils refusent tout en bloc du principe que non. Alors, la sécurité, c'est vous, organisateurs, mais c'est pas nous. Nous, on met à fond et on attend et à vous de gérer. Et là-dessus, je crois qu'il y a une prise de conscience qui n'a pas été faite et les pilotes doivent se dire non, c'est un travail commun de tout le monde
Et quand tout le monde va mettre un petit plus, l'organisateur un peu sur ça, un peu à la FIM, un peu au team, un peu à la moto, alors là, on aura quelque chose de bien. Mais ça peut pas être l'organisateur tout seul, c'est pas possible. Assolutamente d'accordo. Allora dice, innanzitutto abbiamo risposto a questa domanda che dicevano se facciamo la navigazione più complicata, forse questo fa abbassare le medie, no? E lui dice, questa è stata la prima cosa su cui mi sono applicato personalmente, l'ho presa come idea personale, cioè volevo fare questa, era la mia sfida personale, e cioè far sì che la navigazione fosse più difficile. Dice, però la cosa per non raggiungere le velocità che si sono raggiunte quest'anno alla Dakar. La cosa difficile è trovare un equilibrio, perché se lo fai troppo facile, poi ti dicono è troppo facile, se lo fai troppo difficile, il pilota ti dice è troppo difficile. E allora lui dice la cosa importante da capire è la sicurezza, perché per i piloti deve essere solo l'organizzazione che si occupa della sicurezza. Lui dice no signori, la sicurezza è una cosa che riguarda tutti, quindi il pilota dice ragazzi io arrivo, salgo in moto, accelero e questa è la mia gara, al resto ci dovete pensare voi. E lui dice no, se facciamo così non andiamo da nessuna parte, ognuno deve fare il suo ruolo, le case, l'organizzazione, le federazioni e anche il pilota. Bisogna lavorare tutti insieme sulla sicurezza, perché sennò non ne usciamo in questa maniera. Parlava delle gomme ed infatti là voglio fare una domanda. Tu as parlé justement des pneus et je sais qu'il y avait, ça fait déjà un année, je pense, il était sorti l'idée di revenire sulle chambre d'air. Era stata una proposta di non utilizzare più le musse ma le camere d'aria. Ça, c'est une idée de Heinz Kinnegarner qui traîne depuis, ça fait 10 ans que j'entends cette histoire. Ouais, voilà. Moi, je suis pas très chaud. Je crois que déjà, il va falloir contrôler sans arrêt. On va ouvrir une porte à la tricherie et j'y crois pas trop. Alors, on n'a plus beaucoup d'Italiens pour la tricherie, mais c'est pas grave. Mais moi, je pense que c'est pas une super solution. Limiter peut-être le nombre de pneus, ça peut. Et puis, ça peut ouvrir à de la stratégie. Ils savent qu'ils ont, je dis n'importe quoi, 6 pneus pour faire 10, 12 étapes. Est-ce que je joue ce jour-là avec un pneu usé, un pneu neuf? Je dis pas qu'on va faire ça. Hein. C'est des pistes de réflexion. C'est une idée, non, mais je veux pas que... C'est des pistes de réflexion. Mais moi, la mousse, bon, à un moment, on peut pas revenir complètement en arrière. Et puis, il va falloir surveiller tous les jours, aller vérifier, appuyer sur le truc. Est-ce qu'il a l'air? Est-ce qu'il a pas l'air? Est-ce que... c'est un peu complexe, je trouve. Ça a déjà été fait. Alors après, ils roulent avec des roues qui sont gonflées à 3 kilos pour pas crever. En termes de sécurité, c'est pas forcément terrible. Voilà, ça ouvre aussi à d'autres problèmes. Par contre, c'est vrai que le pneu, contrôler le nombre de pneus, déjà, ça ferait faire aussi des économies à tout le monde dans un moment compliqué. Un pneu unique aussi, parce qu'aujourd'hui, ils amènent un pneu cross, un pneu bara, un pneu rallye. Donc, du coup, il faut, au lieu d'avoir 15 pneus, il en faut 40 parce qu'il faut... Donc ça aussi, je pense qu'on pourrait arriver à avoir un pneu unique, ce qui serait logique. Ils arrivent au début, ils disent, moi, je roule avec un pneu bara tous les jours. OK. Ouais. Donc, monsieur, c'est un pneu bara. Monsieur, vous, c'est quoi? C'est un pneu désert. Comme on fait en voiture, hein, c'est exactement pareil. Exactement. Donc là, il y a des petites aussi directions qui permettent aussi de diminuer les coûts. Et pour la sécurité, est-ce que de rouler avec un pneu pour 2 jours, est-ce que ça va rajouter? Je suis pas sûr. Parce qu'ils sont, c'est ce que j'ai dit avant, ils n'ont pas compris aujourd'hui les problématiques non plus. Ils vont rouler quand même vite. Donc, je crois que voilà, il y a encore un peu de travail sur cet aspect-là. Mais ça, la sécurité en moto, c'est vieux du premier Dakar, tout simplement. Oui. Hein. Il y a des accidents depuis le début et malheureusement, voilà, on n'a pas toujours trouvé les bonnes actions. Mais je crois qu'il y a surtout une vraie prise de conscience cette année et il y a une vraie volonté globale de trouver des solutions ou d'essayer en tout cas des choses. Come vedete siamo entrati molto nel tecnico e stiamo parlando appunto, io gli ho detto c'è qualcuno che poi è Heinz Kinnegarner che ha questa idea di rivenire, di mollare le musse e tornare alle camere d'aria. Lui dice sì, è sempre lui che ne parla, sono 10 anni che porta avanti questo discorso, però dice io non sono molto d'accordo, prima di tutto perché tornare così indietro non è mai un bene, e poi dice diventa molto complicato da gestire perché bisogna che tu tutti i giorni vai a vedere questo c'ha la camera d'aria, questo c'ha la mousse, smontala, guarda che tu stai imbrogliando eccetera eccetera. Dice piuttosto, se proprio dobbiamo ragionare sul discorso gomme, ci sono altre soluzioni, per esempio limitare il numero delle gomme che ti puoi portare dietro, e questa è una prima cosa effettivamente che potrebbe essere utile, e poi soprattutto dice dichiarare la gomma con cui
correrai. Cioè oggi arriva la gente, si porta la gomma baia, la gomma cross, la gomma desert e dice e hai 50-40 gomme da utilizzare, soprattutto i team ufficiali chiaramente, e a quel punto puoi scegliere eccetera. Invece no, a quel punto la dichiari, dici io farò tutta la gara con questa gomma desert e vai avanti con quello. Già questo porta un limite, perché chiaramente poi le devi conservare le gomme. Lui dice per esempio non cambiare le gomme per 2 giorni. Da un lato può essere una buona idea, dall'altra dobbiamo lavorare sempre sulla sicurezza, quindi non creare pericolo. E insomma dice, è dalla prima Dakar che si discute di sicurezza, e sotto questo punto di vista stiamo continuando a discuterne. È un argomento che ci sta molto a cuore, e quest'anno in particolare è diventato un argomento centrale per tutti quanti, sono tutti concentrati su questa cosa. Et on a des questions aussi sur les roadbooks électroniques, justement. C'est bien ça. Les Italiens qui sont habitués à lire le roadbook. Si c'est ça à utiliser pour toutes les catégories. Non, alors pour le moment, on attend encore des réponses parce qu'il y aura des catégories avec, c'est sûr. Ça va se faire petit à petit, je pense, parce que évidemment, avec le coronavirus, on perd beaucoup de temps en production et on ne reçoit pas les pièces. Donc, on attend de savoir réellement combien on va pouvoir équiper de personnes. Donc, ça se fera, je pense, en 2 temps, sûrement, l'équipement de tout le monde. Mais si jamais tout le monde ne pouvait pas être équipé dès cette année, on continuera à distribuer le roadbook le matin sur toutes les étapes. Ça, c'est une chose qui est sûre. Roadbook couleur sur l'ensemble des étapes du Rallye Dakar cette année, et du Maroc de toute façon, puisque les deux sont liés de toute façon. Ce qui sera fait sur l'un sera fait sur l'autre. Et donc, en tout cas, on a la certitude de ça. On a changé notre système d'impression et on aura la totalité. Donc, quoi qu'il arrive, en tout cas, le roadbook sera distribué tous les matins. Et le roadbook électronique, je pense que ça se fera sur 2 ans. La totalité du parc sera équipée en 2022 à cause de la crise qu'on a en ce moment qui ralentit un peu, et les investissements, la fabrication, les livraisons, puisqu'en plus, évidemment, c'est fait en Chine. Ah, questo particolare non è da poco. Allora, come malheureusement beaucoup de choses. Oh, c'est ça. Allora, il roadbook elettronico innanzitutto viene creato in Cina, questa è la prima cosa che blocca le consegne in questo momento, quindi lui dice, se avevamo intenzione di cominciare dal prossimo Dakar, ce lo possiamo già togliere di mente, non ce la faremo mai, arriverà piano piano il roadbook elettronico, non l'avranno tutte le categorie, cominceremo poco a poco con una prima categoria, perché appunto ci vuole molto tempo, mancano i pezzi, e poi adesso che ha detto che appunto viene dalla Cina, ci possiamo immaginare. È una cosa che ci sarà, lui dice, ma non prima di 2 anni comunque. Il va commencer à ton avis a partir dalle voiture? Vediamo, perché sta parlando in contemporanea. No, ma mi piace questa cosa. E comunque, ecco, l'avete sentito, l'idea è quello di portarlo. Ora volevo capire, perché questo vuol dire che lo danno loro, sarà utilizzato sia sul Marocco, perché quello che accade sul Marocco poi arriva sulla Dakar. Alors, si j'ai bien compris, c'est l'organisation qui donne les roadbooks électroniques. C'est pas que chaque personne il va l'acheter. À plus tard, ça sera une location, comme un GPS. Puisque ça va remplacer le GPS, ça sera exactement la même façon. Au lieu de louer le GPS, tu loueras ta tablette qui fera et roadbook et GPS. Ça fera les deux à la fois. Donc, tu téléphoneras chez ERTF, tu dis voilà, je veux louer, et tu loueras de la même façon un appareil. Mais l'appareil, il fera 3 choses: Sentinel, roadbook et GPS. La même chose. Voilà. Et peut-être plus tard, Iritrack même. Donc ça sera plus tard. Voilà. Beh, bien sûr, c'est à voir. Ça paraît très logique. Io ho chiesto appunto se sarà l'organizzazione che fornisce il roadbook elettronico, dice sarà sempre RTF, e all'interno del roadbook elettronico ci sarà tutto a parte di Iritrack, quindi ci sarà anche il Sentinel, ci sarà il GPS, ci sarà ogni cosa, ed ecco perché quindi si alleggerisce la torre. A ton avis, il va commencer, il va débuter sulle voitures? On ne sait pas encore, on attend encore des réponses des fabricants, etc. On le saura à la fin du mois de juin. Exactement les catégories, comment, combien, les quantités, on va tout avoir fin juin. Certo, ecco, alla fine di giugno sapremo tra l'altro chi lo utilizzerà per primo, quanti ce ne saranno e quindi quale categoria, anche in funzione di quante sono le persone iscritte alle categorie. À propos de ça, parce qu'on a parlé de juin, on peut dire quand on va ouvrir les engagements? Oui, alors,
Le Maroc s'est ouvert depuis Serviranno le iscrizioni. aujourd'hui, depuis hier matin, le Maroc, voilà. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire, donc je te souhaite un très bon anniversaire. Merci. Mais donc, le Maroc, on a ouvert hier. Et ensuite, le Dakar, il ouvrira le 15 juin. 15 juin, on D'accord. commencera les inscriptions. On a reculé d'1 mois pour laisser passer la crise et nous adapter surtout à la crise. Aujourd'hui, que ce soit le rallye du Maroc ou que ce soit le Dakar, contrairement à beaucoup que je vois faire aujourd'hui, on a décidé d'aider les concurrents. C'est-à-dire que nos tarifs n'augmentent pas, au contraire, ils vont diminuer et on va rajouter beaucoup de choses dans les prestations qu'on va payer aujourd'hui. Et oups là, pardon. Alors là, j'ai eu un petit problème, j'ai appuyé le. Donc, on va aider les concurrents aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a tout à fait conscience que c'est une année particulière. Si aujourd'hui, les organisateurs ne vont pas vers les concurrents en allant les aider, c'est une aberration absolue. Donc, il faut, aujourd'hui, on fait des efforts pour aller les chercher, pour pouvoir qu'ils puissent participer. Donc, on a adapté nos tarifs, on a mis plus de choses dedans, plus de choses sont comprises. Et sur le Dakar, on s'est donné 1 mois de plus aussi pour préparer l'offre commerciale aux concurrents, qui sera une offre assez différente de celle qu'ils ont connue, puisqu'on a décidé de les aider beaucoup plus et d'apporter beaucoup plus de prestations à l'intérieur de nos tarifs. D'accordo, allora questo è molto importante. Allora, intanto le iscrizioni per il Marocco si sono aperte ieri, quelle per la Dakar, che abitualmente si aprono il 15 maggio, si apriranno il 15 giugno e in questo modo saranno poi più lunghe, non si chiuderanno chiaramente al 15 luglio per il moto e quad come è sempre stato, ma saranno molto più lunghe. Ma la cosa importante, e lui dice se non l'avessimo fatto sarebbe stata un'aberrazione, è come possiamo dire, andare incontro alle necessità dei piloti, quindi non solo non sono aumentate le tariffe, ma addirittura saranno diminuite. Ogni situazione verrà poi ricontrollata personalmente con chi si iscrive, però noi siamo qui per aiutare i piloti perché capiamo perfettamente che la situazione economica in questo momento in tutto il mondo è disastrosa. Se non lo facessimo non avremmo chiaramente concorrenti e sarebbe molto stupido non andare ad aiutarli. On a une question. Il nous pose la question, c'est quand qu'on aura les règlements techniques du Maroc? On est en train de les finir, mais bon, ils ne changent pas beaucoup. Le règlement technique, c'est un peu les mêmes. Je ne sais pas dans quelle catégorie, de quelle catégorie il s'agit. SSV. Je pense Ah, SSV. SSV, oui. Alors, c'est un peu comme les mêmes que sur le Dakar. Aujourd'hui, même sur le Dakar, c'est important. Il y a eu le SSV s'est un peu transformé, se cherche un peu dans les catégories. Il y a eu ces protos qui existent. Alors nous, on a pris un parti, c'est que le SSV Proto, c'est une petite voiture. Donc, c'est un T3. Et aujourd'hui, on a mis en avant les SSV, ce qu'ils appellent les T4 à la FIA, c'est-à-dire les proches de la série. Et c'est là que les teams sont intéressés. On a Polaris États-Unis qui va venir officiellement sur le Dakar cette année. On a Can-Am qui est présent, Yamaha qui va venir. Donc, toutes les marques sont représentées. Et on va les mettre en valeur sur le SSV T4. Et ça, c'est la seule catégorie SSV existante aujourd'hui, que ce soit sur le Maroc comme sur le Dakar, c'est la SSV T4. C'est les proches de la série. Ceux qui sont protos, c'est des petites voitures, on peut pas les mélanger avec les autres. Et les équipes, voilà, toutes les équipes qui fabriquent et qui vendent toute l'année des SSV veulent communiquer sur cette catégorie-là. Donc, on va la privilégier. Donc, le règlement, il sera quasiment le même que l'an dernier. On va pas changer grand-chose sur la partie technique. En plus, sur le Maroc, on a une chance, c'est qu'on a les parties FIA, mais on a la partie open où on peut prendre un peu plus largement des véhicules sur un parcours. Il y en a un parcours long, un parcours court, pour ceux que ça peut intéresser, de commencer, découvrir la discipline un peu plus tranquillement. Mais le court, il n'y a pas beaucoup moins de kilomètres, donc il y a quelques dunes en moins, quelques difficultés, mais il y a 30, 40, 50 kilomètres de moins maximum par jour. Donc, c'est pas énorme. D'accordo, allora questo è importante perché appunto chiedevano notizie sul regolamento tecnico, lui dice più o meno sarà quello dell'anno scorso, non cambierà molto, magari più quello della Dakar che non quello del Marocco dell'anno scorso, ma c'è questo cambiamento importante per i T4 che sono gli SSV praticamente quasi di serie. Questo è molto importante perché verranno le case ufficiali e quindi non sarà più inteso come l'SSV prototipo come era stato fino adesso, ma c'è proprio un cambiamento totale perché sia Can-Am che Polaris che Yamaha verranno a livello ufficiale come case proprio costruttrici e quindi sarà un nuovo regolamento T4, SSV T4 e sarà fatto specialmente per loro. E poi appunto ho detto ci saranno altre cose che andranno a cambiare.
però insomma il regolamento più o meno uscirà a giorni e sarà quello. Il nous demande encore de l'assistance. Est-ce que vous pensez d'échanger quelque chose pour l'assistance? C'est-à-dire Pour prévenir aussi les problèmes d'argent, je pense. sur les engagements des assistances, sur quoi? Sur le Oui. Dakar? Oui, pas seulement l'engagement, mais aussi pour se déplacer, si vous faites des boucles, des choses comme ça, tout pour contenir un peu, oui, je oui, pense. on essaye de. Alors, sur le Maroc, il n'y a que des boucles, donc ça, c'est très facile. Oui, Puisque Maroc, là, on a, tutto juste pour expliquer le Maroc d'abord, c'est qu'on a fait un choix sur le Maroc, c'est d'isoler la famille du rallye du reste de la population, parce qu'on n'a pas de visibilité, c'est encore au mois d'octobre, c'est très proche. Et donc, Oui. le rallye du Maroc sera dans le désert, dans un bivouac unique. Il y en a qui m'appellent et me disent, ah David, on voudrait des hôtels. Je dis, mais aujourd'hui, les gens doivent comprendre que pour organiser le rallye, déjà, Oui. si on arrive à bien le faire correctement et avoir l'autorisation, il faudra qu'on soit isolé avec des normes. Peut-être que tout le monde sera Absolument. testé et on doit rester entre nous. C'est hashtag, là, c'est pas rester chez vous, c'est rester au bivouac. Voilà. Donc, ça, c'est super important que les gens comprennent. Notre seule façon de pouvoir l'organiser, c'est de rester entre nous et de limiter les mouvements et les contacts. Un, pour pas polluer la population et de pas les contaminer et Ah vice oui. versa. Donc, il y a aussi ça, il y a le respect des populations chez qui on va, qui nous accueillent. Le rallye du Maroc est accueilli par, on est les invités du Maroc, du royaume du Maroc, mais on n'a pas tous les droits. Donc, on se doit de faire en sorte que ça soit maîtrisé. Donc, c'est pour ça qu'on a fait cette option-là, qui me semble aussi la seule aujourd'hui qui puisse être mise en œuvre intelligemment pour que le rallye puisse se faire. Ça, c'est Ah oui. l'option Maroc. Il più importante maintenant. Voilà. Ouais. Dicevamo, la cosa importante è capire che il rally del Marocco soprattutto saranno tutti in un bivacco, sarà un bivacco in zona Mamide appunto completamente isolato dal resto del mondo, perché noi siamo degli invitati, dobbiamo rispettare la popolazione marocchina e dobbiamo stare lontani da tutto proprio per non dare fastidio agli altri e per non rischiare di portare il contagio in un paese che comunque ci ospita. Quindi quando dice oggi mi chiamano delle persone e mi chiedono mi prenoti l'albergo, io dico forse non avete capito, non ci sono alberghi perché noi non avremo nessun contatto con la popolazione, proprio perché dobbiamo stare staccati e quindi non dare fastidio in nessuna maniera agli altri, questo è imperativo. J'ai une question encore. Ah oui. Oui, il demande si on peut faire, je sais pas la catégorie, par contre, une catégorie open avec moins de kilomètres comme au Maroc, aussi sur le Dakar. Et il te demande aussi ta réaction quand un Greg Gilson il va te dire qu'il va faire le Maroc avec un 125, un moto 125, je pense. Ça, mais je sais pas. Ça, je trouve ça génial. J'adore les projets fous. Et l'an dernier, il y a eu un 125 DTMX qui a fait tout le rallye sans tricher, qui a fait la totalité du parcours. Il s'est cassé au Maroc, hein, vous parlez. Il s'est cassé la clavicule à 2-3 km de l'arrivée. Il a fini en poussant la moto. Mais les 125 ont fait le rallye du Maroc l'an dernier, donc il n'y a aucun problème. Et au contraire, c'est des super innovations que j'encourage. Se a buon défi. Allora hanno chiesto appunto, c'è un personaggio che vuole fare il Marocco col 125, lui dice ce n'era già uno l'anno scorso, io appoggio completamente questa cosa perché sono delle belle sfide e anzi sono molto interessanti. E invece non abbiamo capito l'altra domanda appunto sulla categoria open. Dernière question, après je te laisse aller parce que sinon tu es fatigué peut-être. Tout le monde il nous parle d'une catégorie classique. Oui. Alors, sur le Dakar prochain, effectivement, on travaille aujourd'hui fortement sur une catégorie de véhicules anciens, voitures et camions, pas de motos, des véhicules qui sont avant les années 2000, qui feraient le Dakar en parallèle du Dakar normal, entre guillemets. Voilà. Donc, et ça serait une épreuve de régularité, pas de vitesse pure, évidemment, qu'on mettrait en place, mais ils auraient les mêmes bivouacs, même départ-arrivée, les spéciales assez proches, mais pas sur les mêmes parcours, puisque c'est pas les mêmes problèmes. On a des deux roues motrices, des voitures âgées qui peuvent pas faire les mêmes performances. À l'époque, on parle du Dakar, les dunes, etc. Dans les années 80, ils allaient très peu dans les dunes, pas comme aujourd'hui. Donc, il faut adapter le parcours à ce qu'était le rallye à l'époque. Mais je crois que c'est une belle histoire. T'as fait beaucoup de live avec des anciens pilotes. Vous avez parlé de Neveu, d'Hubert. Il y a Jacques X qui est venu sur le Dakar cette année. Je crois que le Dakar, il a écrit son histoire dans les années 80.
Et aujourd'hui, c'est rendre hommage à ces années-là et à ces hommes-là que de pouvoir aussi amener une catégorie classique sur le Dakar. C'est surtout ça le clin d'œil qu'on veut. C'est voilà, on reste, on garde en tête de quoi vient le Dakar, comment il est né. Mais après, on est tourné vers le futur évidemment. Mais je crois qu'il faut garder ce parallèle et c'est très important. Et c'est un beau clin d'œil à toutes ces voitures, à tous ces hommes qui ont écrit son histoire. Allora gli abbiamo chiesto, perché in questi giorni ne abbiamo parlato tanto di questa nuova categoria Classic che va a nascere per la Dakar, e lui ha detto sì, ci sarà questa categoria solo per le auto e per i camion. Sono vetture e mezzi fabbricati prima del 2000, e per noi è molto importante. Saranno 2 gare diverse, chiaramente non faranno la stessa gara della Dakar, perché correranno una gara di regolarità su un percorso simile ma non lo stesso. E quello che è importante comprendere, lui dice, sono mezzi che hanno fatto la storia della Dakar. In questi giorni abbiamo parlato con tanti piloti e abbiamo visto che la storia della Dakar è ancora affascinante. Tutti quelli che ne sono coinvolti amano moltissimo questi mezzi, quindi portarli di nuovo allo stesso bivacco. Quest'anno alla Dakar c'erano in visita chiaramente sia Jack Hicks che Hubert Auriol, e quindi dice è stato molto bello vedere questa cosa tutti insieme, e credo che sarà una buona idea. Gli altri a cui ne abbiamo parlato in questi giorni dicevano di no, invece lui giustamente, siccome è lui che l'ha deciso e la sta spingendo moltissimo, ed è un quelque chose in cui crede molto. Il y a des autres questions, mais à mon avis, c'est compliqué de répondre aujourd'hui sur le bivouac du Dakar par rapport au Covid. Aujourd'hui, c'est impossible à répondre. C'est exactement, tu as tout compris. C'est qu'il ne faut pas parler aujourd'hui de quelque chose qui aura lieu dans 8 mois. On n'a aucune visibilité. Donc, on fera tout ce qu'il faut pour prendre les bonnes mesures, mais on les fera au bon moment avec avec ce qui se passe au moment où il faudra les prendre. Et aujourd'hui, ça ne sert à rien de tirer des plans. Non, impossible, c'est una façon di perdere del tempo e senza perdre du temps. È inutile perdere tempo quando ancora non sappiamo come vanno le cose. Il y a une question un peu plus spécifique. C'est possible à Maroc rouler avec des SSV monoplace? C'est une très bonne question. Ils disent les Polaris RS1. Oui, je vois très bien lequel c'est. Je l'ai essayé d'ailleurs, ce Polaris-là, il est pas mal. Je pense que oui, je vois pas pourquoi il y aurait de contre-indication. Qui m'envoie un mail et je répondrai Decastera. Ok, allora Marco, je répondrai, je me renseignais, mais je pense qu'il n'y a pas de raison, bien sûr. Dice che non dovrebbe esserci nessun problema per correre con un monoposto. Marco comunque dice scrivi direttamente a Rally del Marocco, tanto le vede lui le mail e quindi poi ti risponderà. Bon, je pense qu'on a presque tout dit. on a oublié quelque chose d'important à dire, encore non. Restez calme, attendez. Voilà, attendez, soyez patient comme moi. Je commence à bouillir, mais bon, voilà. Il me tarde de repartir au Maroc, il me tarde de repartir sur le terrain. Après, ça permet aussi de profiter un peu de chez soi, de sa famille, qui m'était pas arrivé depuis très longtemps de rester tout le monde, 50 jours à la maison. Donc voilà. Oui. Bon, mais merci à tout le monde et puis à toi. Merci, bon anniversaire encore une fois et à bientôt. Oui, grazie a tutti per essere stati con noi, a presto, speriamo di aver risposto a tutte le vostre domande. Finisce qui quindi il tè delle 5 con Enduro Action. Io spero che vi sia piaciuto e chissà, magari che avremo ancora qualche cosa da fare, magari ogni tanto qualche edizione straordinaria. Quindi buon pomeriggio a tutti, grazie ancora per essere stati con noi. L'intervista con David l'avete avuta, ora potete scrivere articoli senza problemi. Grazie a tutti e ciao, a presto. Ciao. Arrivederci a tutti. Ciao David, merci.